Bonjour à tous, aujourd'hui il est question des fameuses règles de Bioche et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi ces règles elles marchent. C'est assez intéressant et beaucoup sont curieux de savoir effectivement pourquoi parfois on va choisir plutôt t égale cosinus x, plutôt t égale sinus et surtout la question qu'on peut légitimement se poser c'est pourquoi finalement ça marche. Alors d'abord on va faire deux petits exemples pour montrer l'utilisation de la première règle et après on va attaquer les explications. Regardons cette première intégrale ici, sinus cube de x, cosinus puissance 4 de x dx. Ce qu'on peut proposer d'après la règle de Bioche, c'est de faire un changement t égale cosinus x. Alors la règle est la suivante, on considère oméga x qui est donc f de x, parce que là on va être sur des intégrales du type donc f de x dx, avec des f de x assez spéciaux, il faudra le dire. Donc oméga x, c'est ici sinus cube x cos 4x dx, qu'on appelle l'intégrande. On regarde ce que donne oméga de moins x. Comme sinus est impair, ça fait moins sinus cube de x. Cosinus est ampère, cos 4 de x. Et d de moins x, ça fait moins dx. Les deux moins, ils s'annulent entre eux. Et il vous reste, en fait, oméga de x. Ce qui fait que Bioche nous dit qu'on peut faire un changement t égale cosinus x. Alors, t égale cosinus x, ça fait dt égale moins sinus x dx. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va prendre un sinus, parce qu'il y en a 3, donc je vais en garder 2. Voilà. Cos 4x. J'aurai ici donc sinus dx, je vais même mettre un moins. Moins sinus x dx. Voilà, et j'ai un moins ici. Et bien maintenant, j'ai tout pour changer. Sinus carré, t c'est cosinus x. Donc, sinus carré, c'est 1 moins t carré. Donc là, j'ai un moins. Ensuite, 1 moins t carré. T puissance 4. Et ici, je retrouve effectivement dt. Vous voyez, on est passé d'une intégrale avec du sinus et du cosinus à une intégrale avec uniquement, ici, des polynômes. Et donc, cette intégrale, je ne vais pas la calculer, mais on sait la calculer. Pourquoi je dis qu'on arrive sur un polynôme? Parce qu'on était d'ailleurs parti de ce qu'on appelle un polynôme en sinus et cosinus. Donc ça, c'est ce qu'on va expliquer vraiment. Ça va être un travail sur les polynômes et sur les fractions rationnelles. Donc deuxième exemple, avec une fraction rationnelle en sinus et cosinus. On va faire le même changement. Vous voyez qu'ici, vous pouvez vérifier oméga de x est bien égal à oméga de moins x. J'ai sinus x dx ici, donc en faisant mon champ de variable, j'aurai un moins 1 dt sur donc t plus 1. Et ça, je sais intégrer, il n'y a aucun souci. Donc, vous voyez, c'est l'idée. Voilà. L'idée, c'est qu'on arrive à chaque fois sur un polynôme ou sur ce qu'on appelle, donc ici, une fraction rationnelle en t, autrement dit, une fonction rationnelle. On sait intégrer. Et donc, les fonctions rationnelles, on sait intégrer parce qu'on sait utiliser ce qu'on appelle la décomposition en éléments simples. Donc, quelle que soit la fraction rationnelle en t sur laquelle on arrive, on va savoir, si avec le temps, parce que parfois ça peut être long, mais on sait trouver ici une décomposition, ce qui permet d'intégrer. Alors, maintenant on va arriver donc sur la démonstration. Alors là, on va démontrer la première règle de Bioche, c'est-à-dire pourquoi un changement en cosinus x, ça marche quand oméga de moins x égale oméga x. Je rappelle qu'on part de l'intégrale de grand F de x dx avec un grand F de x qui est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Alors pour définir les fractions rationnelles, je vais d'abord définir les polynômes. Alors, P, un polynôme en grand X. D'accord? Alors, ici, nous on aura surtout des coefficients réels. On note ça R de, ici, grand X avec des crochets. Si on prend des polynômes à coefficients complexes, on mettra grand C de X. Un polynôme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quelque chose qui peut s'écrire P de grand X égale, donc somme, pour un certain ensemble de I, des AI, X, I. Voilà. Et si on a le polynôme de degré n, on va ici de 0 jusqu'à n. Voilà. Ça, c'est un polynôme, ce qu'on appelle donc une seule indéterminée. On n'a que grand X. Eh bien, on va aujourd'hui parler des polynômes à deux indéterminés. D'accord? Vous avez deux variables. Donc, vous aurez ici une somme avec ici deux indices. On aura un nombre fini. D'accord? Et vous aurez ici des A, I, J, X puissance I, Y puissance J. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc un polynôme
à 2 indéterminés. Et vraiment, ici, l'ensemble des valeurs que peut prendre le couple xj s'appelle le support, et il est fini. On a donc un nombre fini de termes dans cette somme. f de x, on nous dit, c'est une fraction rationnelle. Alors nous, ici, on a des polynômes. Une fraction rationnelle. On va ici la noter r de x, y. On va prendre une fraction rationnelle à 2 variables, enfin à 2 indéterminés. Et donc, vous aurez ici un rapport de 2 polynômes. Un premier polynôme en haut, à 2 indéterminés, et un deuxième en bas. Et ça, c'est donc une fraction rationnelle. Donc, f de petit x, on nous dit une fraction rationnelle en sinus et cosinus. Ça veut dire que là, f de petit x, eh bien, ça peut s'écrire r de cosinus x, sinus x. D'accord? Donc ça, fraction rationnelle en cosinus et sinus, ou sinus et cosinus. Voilà. D'accord? Donc, vous aurez un rapport ici de 2 polynômes, qui seront des polynômes en cosinus x, et en, ici, sinus x. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que c'est déjà qu'une fraction rationnelle en sinus et cosinus. Petit exemple, si vous cherchez à intégrer sinus x plus cosinus x sur, par exemple, 2 plus sinus x cosinus 3x dx, eh bien, ça veut dire qu'ici, eh bien, votre f de x, c'est donc une fraction rationnelle en cosinus et sinus, d'accord? Et r de grand x, y, ça sera donc, alors en haut, j'ai grand y plus grand x, et en bas, j'ai 2 plus grand y fois grand x au cube. D'accord? Vous voyez bien, on a en haut un polynôme, en bas un polynôme, donc en x et y. Quelle est vraiment l'idée derrière la première règle de Bioch? On doit donc calculer l'intégrale de f de x dx. F de x, je vous l'ai dit, c'est une fraction rationnelle en cosinus et sinus, donc c'est r de cosinus x, sinus x. Si je fais mon changement en cosinus, dans le dt, j'ai un sinus x. Donc ça serait très bien, ici, d'abord, que notre r cosinus x, sinus x se factorise par sinus, de façon à pouvoir extraire un sinus et fabriquer comme ça facilement le dt. Mais ça serait bien aussi qu'une fois que notre changement est fait, il faudrait que là, on retrouve en fait ici une fraction rationnelle, alors qui ne sera pas r, qui sera une autre, on va appeler, par exemple, on va prendre r3, ou r, on va prendre r1, pour l'instant il n'y a pas encore de r. Ça serait bien ici qu'on ait un r1 ici de t fois dt. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à une fraction rationnelle en t, c'est-à-dire une fonction rationnelle qu'on sait facilement intégrer à condition de savoir décomposer en éléments simples. Alors quand je dis facilement, on sait le faire, mais ça peut être quand même très loin. Voilà. Donc maintenant, on va travailler vraiment sur nos fractions rationnelles. Et vraiment, pour pouvoir avoir ici une fraction rationnelle en t, il faut réussir à se débarrasser ici de ce sinus. Parce que cosinus, ça va vous mettre du t, mais sinus, c'est pas très pratique parce que t égale cosinus, donc ça serait très bien ici de n'avoir que des sinus carrés. Donc vous allez voir, dans la petite propriété et qu'on va amener, il y a quelque chose avec des y au carré. La voici cette propriété. Il existe P1 et P2, tel que notre polynôme de départ, P de xy, puisse s'écrire P1 de xy2 plus y fois P2 appliqué donc en x, y. Vous voyez, on a fait apparaître ici un y, ça sera sinus. Donc cette petite factorisation par sinus, elle va être possible grâce à ce y. Et là, on a des y2 qui vont faire apparaître en fait des cosinus carrés. La démonstration. On part d'un polynôme, P de xy, donc somme sur son support des a et j, x puissance i, y puissance j. Et on va séparer ça en deux, les puissances paires de y et les puissances impaires de y. Donc ici, les puissances paires, c'est celle où le j est un double, donc on peut l'écrire 2 fois p. Donc ici, vous aurez y 2 fois p, plus la somme des impairs, donc les ai 2p plus 1, donc yi, xi et y puissance 2p plus 1. Notre premier terme ici, cette première somme, c'est un polynôme en y
en x et en y2. Pourquoi en y2? Parce qu'ici, y puissance 2p, je peux dire que c'est y2 à la puissance p. Donc ça, c'est un polynôme que j'appellerai P1 en x, y2. Plus, ici, eh bien, vous voyez, j'ai y puissance 2p plus 1. Donc je vais séparer en y puissance 2p fois y. Je peux donc factoriser ça par y. J'ai donc y fois une somme pour i sur le support, donc avec i et p ici, des ai 2p plus 1, xi, y2 au carré. Et donc, j'ai bien ici un premier polynôme P1 en xy2, d'accord, plus y fois un deuxième polynôme, lui aussi en x et y2. Vraiment une démonstration assez simple, mais qui va être vraiment primordiale. Prenons un exemple, au hasard, un polynôme, donc je vais prendre xy2 plus x2y3 moins 3x3y plus x4y2. Voilà, ça c'est un polynôme, vous voyez, en x et y. Je regarde les puissances paires de y. Donc x, y2, j'ai quoi d'autre? J'ai plus x4y2, plus les puissances impaires, x2, y3, moins 3x3y. Vous voyez, ici, eh bien ça va être mon polynôme, P1, qui est bien en x et y2. Hein, tous les y sont au carré ou des puissances paires. Hein. Et là, dans mon deuxième polynôme, je peux factoriser par y. Hein, et dedans, qu'est-ce que j'aurai? x2, y2, moins 3x3. Et j'ai bien ici un polynôme qui étant uniquement comme variable hein, des x et des y2. Donc, vous voyez cette décomposition. Et la propriété suivante, ça va être sur les fractions rationnelles. Donc, quand on a notre R de grand X, grand Y, il existe R1 et R2. Alors, ce ne sont plus des polynômes, mais des fractions rationnelles. Voilà, deux fractions rationnelles. Donc, moi je prends des coefficients réels, hein, dans R de parenthèse XY, tel que R de XY, c'est donc R1 de XY2, donc une fraction rationnelle en X et Y2, plus Y fois, donc R2. Ici, c'est une multiplication. C'est la même propriété, mais appliquée donc aux fractions rationnelles. Et on va la démontrer. On va se servir, bien sûr, de la première. On va partir donc de R de XY, qui est donc P de XY sur Q de XY. On applique la propriété, la première, hein, à P et à Q. Donc, il existe P1, donc P1 de XY2, plus Y fois P2 de XY2, divisé par, alors pour Q on applique la même propriété, donc on va les appeler Q1 et Q2, donc Q1 de un polynôme en X et Y2, plus Y fois Q2 en X, Y2. L'idée géniale de la démonstration, c'est de travailler le dénominateur. Et on va le multiplier par ce qu'on pourrait appeler son conjugué. Ça veut dire Q1 donc en X, Y2, moins Y, donc de Q2 en X, Y2. On vérifiera que ça c'est non nul évidemment. Mais pourquoi on multiplie par ça? Parce qu'au dénominateur, quand on va développer, c'est une identité remarquable. Donc ça veut dire qu'en haut j'aurai toute cette grosse multiplication, et en bas qu'est-ce qui va me rester hein? Alors ici Q1 en XY2, donc je ne vais pas mettre pour l'instant, on va simplifier un petit peu toutes les notations parce qu'il y a beaucoup de XY2, donc là on va donc écrire juste Q1 plus YQ2, hein, mais attention ici, hein, vraiment tout est en XY2. Hein. Donc ici, ça fois ça, Q1 moins YQ2. En haut, j'ai donc P1 plus YP2 fois donc Q1 moins YQ2. Vraiment, ils sont tous appliqués en XY2. Ça va être vraiment important. On développe en bas, j'aurai Q1 au carré, d'accord, moins Y2, Q2. Vous voyez, ça, c'est quelque chose en Y2, très important. C'est donc en X et Y2, parce que le Y apparaît partout au carré. En haut, qu'est-ce que j'aurai donc? P1, Q1. Ensuite, moins, je vais prendre Y, P2, Y2, P2, Q2. Donc un Y2 au carré. Et ensuite, j'ai deux termes qui sont factorisables par Y.
donc plus y facteur 2. Alors P1, enfin moins P1Q1 et P2Q1. Donc y P2Q1 moins P1Q2. Alors je vais bien l'écrire avec le XY2. Oui, ça donne ceci. J'avais oublié ici un petit carré sur le Q2. Et maintenant, on va séparer en deux. Un formera le R1 de X en XY2 et l'autre formera le Y fois R2 en XY2. Et ça donne ceci. Ce qui est important là-dedans, c'est que mon premier terme, eh bien, c'est une fraction rationnelle qui est entièrement donc d'indéterminé grand X, grand Y2. Les grands Y sont toujours au carré. Et surtout parce qu'on a ici 2y au carré. Donc ça, on peut appeler ça une fraction rationnelle en x, y2, plus un y, ici on a réussi à factoriser par y, fois ici une deuxième fraction rationnelle, donc r2, qui est elle aussi en x et y2. Vous voyez, on n'a que des y2, notamment grâce à la présence ici de ce y2. Et en haut, on n'a rien, parce qu'on a factorisé par le y qu'il y avait. Et donc la propriété, donc les deux propriétés sont démontrées. Il faut quand même, pour être complet, bien vérifier qu'on a multiplié ici par un polynôme en non nul en haut et en bas. Donc, on va partir de ce polynôme Q1 de x, y2, moins y fois Q2 en x, y2. On va faire une petite manipulation toute simple. Regardez, à la place de y2, je mets moins y2, ça n'a rien changé. Le moins est à l'intérieur du carré. Ici, on va faire donc plus moins y fois Q2 appliqué en x moins y2. La même chose. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la petite astuce. Que si en fait, eh bien, le polynôme qu'on avait au début, mais appliqué en moins y. Donc c'est Q de x moins y. Or, on sait que Q de xy n'est pas le polynôme nul, parce que sinon notre fraction rationnelle ici n'existerait pas. Donc, puisque Q de x moins y n'est pas le polynôme nul, ça veut dire que notre dénominateur avec le moins ici n'est pas le polynôme nul. Et donc, eh bien, on pouvait tout à fait multiplier en haut et en bas par ce polynôme. Et voilà. Voilà, maintenant, on va démontrer la première règle. Pourquoi quand on fait donc du t égale cosinus x, quand oméga de moins x égale oméga, pourquoi ça marche? Donc, je rappelle, donc oméga de x, c'est donc notre R, mais appliqué en cosinus x. Et sinus x, c'est-à-dire mon R1, en cosinus x. Et ici, vous voyez, R1, il est en grand X, grand Y2. Donc, si je l'applique pour sinus, ça me fera du sinus carré. D'accord? Sinus carré, c'est très intéressant. C'est 1 moins cos carré. Plus Y, c'est-à-dire sinus X, R2, donc en cosinus X, sinus carré X. On sait donc, règle 1, oméga de X est égal à oméga de moins X. Alors, j'ai oublié dans l'oméga, pardon, le dx, donc on va l'écrire, voilà, et j'ai un dx derrière. D'accord? Oméga de moins X, qu'est-ce que ça sera? Donc, cosinus est pair, et sinus, ici, il est au carré. Donc, il n'y a que ce sinus ici qui va faire apparaître un moins. Donc, j'ai R1 cosinus, donc X, sinus carré X, ça n'a pas changé. Par contre, j'ai moins sinus X, puisque sinus est impair, R2 de cosinus X, donc sinus carré de X, D de moins X, donc moins DX. Donc ici, voilà. D'accord? Et l'idée de Charles Bloch, c'est de partir de f de x dx et de remarquer, eh bien, donc f de x dx, c'est oméga de x, hein, d'accord? Eh bien, c'est oméga de x plus oméga de moins x sur 2, puisque oméga de moins x égale oméga x, d'accord? Et donc là, vous avez en fait 2 oméga x divisé par 2, vous avez bien oméga x. Et quand on regarde la somme des deux choses que j'ai au-dessus de moi, à cause du moins qui est ici, vous voyez ce moins, donc ça veut dire que si je le mets dans l'autre parenthèse, j'ai un plus ici et un moins là. Donc quand je fais la somme, eh bien qu'est-ce qu'il me reste? Les deux premiers termes vont s'annuler à cause du moins qui est là. Il me restera les deux parties en sinus, donc j'aurai deux fois ces parties-là, hein, comme ça divise par 2. Il me restera en fait uniquement sinus x R2 de cosinus x sinus carré de x dx. Et en fait, le tour est joué. Pourquoi?
je vais vous le dire, mais petite précision qu'il faut vraiment bien comprendre, c'est que ici, mon oméga x, il était égal à tout ça, eh bien, on vient de voir qu'il ne restait que la deuxième partie, donc le premier terme ici, en fait, cette chose-là, elle vaut toujours 0. Quand oméga x égale oméga de moins x, le R1, en fait, de cosinus x et de sinus x2, eh bien, cette fraction, eh bien, appliquée en cosinus et sinus carré, elle vaut toujours 0. Voilà. Et donc, voilà pourquoi il ne nous reste qu'une partie qui est donc ici factorisable par sinus x. Et on va voir que ça, c'est vraiment, je l'ai déjà dit, très important. C'est cette factorisation, en fait, qui nous permet de conclure. Maintenant, regardez, notre intégrale de f de x dx, ça n'est autre que l'intégrale donc de sinus x, R2 de cosinus x, sinus carré de x, dx. Moi, je vous ai dit, on propose un changement, t égale cos x. Donc, dt, c'est moins sinus x dx. Notre intégrale, ce sinus-là, ici, eh bien, il y a un dx à côté, donc il manque juste le moins pour avoir le dt. Donc là, j'aurai moins donc le dt, et pour le reste, j'ai R2, appliqué effectivement en cosinus, et en sinus carré. Mais sinus carré, c'est 1 moins cos carré. Donc ici, comme j'ai du cos, eh bien, et que je suis en train de changer de variable, j'aurai donc R2 de appliqué donc en t, et sinus carré, ça sera 1 moins t2. Donc qu'est-ce que j'ai ici comme intégrale? J'ai l'intégrale d'une fonction ici rationnelle, une variable t, et on a remplacé par t et par 1 moins t2. Donc ça reste ici, ceci en fait, c'est une donc, fonction rationnelle en t. D'accord? Et donc, pour chercher une primitive, eh bien, on va décomposer en éléments simples. Et ça, on sait qu'on sait faire, à condition d'avoir le temps, bien sûr. Et vous voyez que c'est pour ça que ce changement, il marche, parce qu'on a transformé donc l'intégrale de notre fraction rationnelle en cosinus et sinus en intégrale de fonction rationnelle en t, qui, s'il n'est pas trop compliqué, est faisable dans un temps restreint. Voilà. Alors évidemment, quand on tombe sur des fonctions rationnelles très très longues, très très compliquées, on n'est pas forcément arrivé, mais dans la plupart des cas simples, eh bien cette fonction rationnelle, on va la décomposer en éléments simples et on arrivera à calculer cette intégrale. Donc vous voyez vraiment, c'est un raisonnement très subtil, dans lequel eh bien, on a enlevé le problème du sinus en mettant partout des sinus carrés, donc c'est l'objet donc, de cette démonstration ici, et en faisant la démonstration, là, il y a vraiment un deuxième intérêt, c'est que ça fait apparaître un sinus. Ce sinus ici, il est capital parce qu'il se met avec le dx, et c'est justement en voyant ce sinus x dx que l'idée peut germer aussi d'avoir un changement t égale cosinus x, puisque sinus x dx c'est presque la dérivée de cosinus x dx. Donc vraiment, c'est une très très simple propriété, mais qui vraiment ici est capitale et ça nous aide. Et donc voilà la démonstration de la règle 1 de Bioch, en tout cas pourquoi c'est efficace et pourquoi ça transforme un problème d'intégrale de fraction rationnelle cosinus-sinus en intégrale de fonction rationnelle en t. Ce que je me propose avant de terminer cette vidéo avec donc, cette première démonstration, on fera la suite évidemment plus tard, c'est un exemple pour montrer un petit peu tout ça. Alors, ici je vous propose cette intégrale. Donc, vous avez bien compris que notre donc ici polynôme, donc notre fraction rationnelle, pardon, r de grand x, y, qu'est-ce que c'est? Alors, sinus, c'est grand y, cosinus, c'est grand x. Donc ici, c'est grand y plus grand x, y, divisé par y2, pardon, y2 plus y. Voilà, d'accord? Et on remarque que, eh bien, on peut factoriser par y. Ça fait donc y facteur d'une fraction rationnelle, donc 1 plus grand x sur ici y2 plus grand x. Effectivement, quand la première règle est applicable, toute une partie de la fraction rationnelle qui n'y est pas. Il n'y a que celle avec la partie en y dans notre petit raisonnement. Donc ici, quand on va eh bien, faire notre raisonnement, on aura donc ici
notre y qui sera donc le sinus. Et on aura ici une donc fraction rationnelle qu'on va appliquer donc en sinus et cosinus. Donc il me restera 1 plus cos sur sinus carré. Donc ici, sinus carré. Donc il n'y aura plus que... Ah si, pardon, on n'y a pas touché. Sinus carré plus cosinus x dx. Et vous voyez que quand on fait le changement de variable, eh bien ce fameux y ici va se mettre avec le dx. Bon, il manque un moins, mais on le rajoute. Pour fabriquer donc le dt, on fait t égale cosinus x. Et on a ici forcément qui apparaît une fonction rationnelle en t. Puisqu'ici on va remplacer le x par donc t. Et le y2, c'est tout le secret, vraiment je le répète, par 1 moins t2 plus t. Et vous avez ici eh bien, une fraction rationnelle en t. Et donc, eh bien, on va la décomposer en éléments simples. Ça, c'est un chapitre qui, vraiment, vous avez vu, capital à chaque fois. Et en fait, on s'en sort grâce à ça. Et voilà vraiment l'idée. Alors, certains vont dire, mais imaginez qu'on ait l'inverse. C'est-à-dire sinus carré en haut plus cos x sur sinus x plus cos x sinus x dx. On peut toujours appliquer la première règle. Mais par contre, ici, r de xy, ça sera donc y2 plus x et y plus xy. Cette fois-ci, on peut factoriser par y, mais en bas. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on fait une petite astuce qu'on a faite, en fait, dans la démonstration. Ici, eh bien, on va travailler un petit peu ça. Alors, ce qu'on peut faire, eh bien, si on factorise en bas par y, on peut rajouter, regardez, moi, si je veux, ici, en haut, une factorisation par y, eh bien, je multiplie tout par y. Ça veut dire y3 plus xy sur y2 plus grand xy2. Et maintenant, vous voyez, je peux factoriser par grand y. Ça fait y2 plus grand x. Par contre, en bas, eh bien, je vais avoir y2 plus grand x, y2. Et donc, eh bien, on aura possibilité. On a toujours ce y qui nous fait apparaître le sinus x. Et on a ici, eh bien, quand on va remplacer x par cosinus et y2 par sinus de x au carré, on n'aura que du cos. Et donc, on va pouvoir mettre du t partout. On a encore une fois une fonction rationnelle qui va apparaître en t et fois dt. Et on sera sorti d'affaire. Voilà. Donc, cette vidéo est terminée. On va faire 10 millions d'exemples. Ce qu'on fera dans la suivante, eh bien, on va démontrer donc la règle 2 de Bioch. Et vous êtes capable de la faire parce qu'elle utilise la même propriété, cette règle 2, l'encadré vert. À vous de voir comment. Mais c'est vraiment la même idée. Donc je vous invite évidemment à essayer par vous-même. Et je vous donne rendez-vous pour cette suite. Donc à très bientôt.